Bonjour à toutes à nouveau et à tous. En effet, l'exercice imposé n'était pas tout à fait simple, puisque le sujet dont nous allons parler est celui des limites, et en l'occurrence des limites de la violence. Alors pour ma part, je cumule deux handicaps. D'une part, celui partagé avec Louis Géel ce matin, qui est celui du décalage horaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et le deuxième, également partagé avec plusieurs personnes probablement de la salle, qui est celui de l'hypoglycémie de fin de matinée, vu l'heure tardive. L'objectif de cette courte présentation est de tous nous faire réfléchir sur la violence, ses référentiels, l'évolution de la violence à travers les âges et son impact sur la société. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas ici d'une conférence scientifique, technique, philosophique ou sociologique de très haut niveau. Il s'agit plutôt de semer une graine parmi chacun d'entre nous qui nous sentons à un titre ou à un autre concernés par ces questions de violence et notamment de violence sexuelle. Une graine qui nous permette un peu de réfléchir sur en effet la notion de périmètre, de limite, d'acceptabilité ou pas de la violence, et notamment de son caractère relatif ou pas. Alors, historique de la violence, encore une fois, ça peut paraître bien ambitieux ou pompeux comme titre de slide, mais très rapidement, on peut dire qu'il n'y a pas de cruauté dans le règne animal. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si peut-être ce n'est pas un des caractère qui distingue l'homme de l'animal, parce que, à l'évidence, l'homme en est le sujet. Et on peut se poser la question de savoir quand la violence a débuté dans l'histoire de l'homme. Alors, de nombreux penseurs et philosophes se sont bien évidemment penchés sur la question. On peut très rapidement citer Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, pour qui l'homme est naturellement violent et qui ne devient un être social que par la soumission nécessaire à l'État qu'il a lui-même créé et organisé, et du contrat social qui vient avec. À l'inverse, Jean-Jacques Rousseau, par exemple, considère que la violence n'est pas un phénomène naturel, mais un phénomène social. La société, pour lui, est la cause de la violence. Alors, l'origine historique est difficile, bien entendu, à préciser. Toutefois, pour un certain nombre d'auteurs, elle trouverait son origine dans des temps très anciens, très reculés, primitifs, préhistoriques, au moment où un des biens les plus précieux de l'humanité en devenir était le feu. Et des gardiens du feu étaient désignés pour entretenir la flamme et faire en sorte que le foyer ne s'éteigne pas. Et lorsqu'il défaillait, lorsqu'on perdait le feu, eh bien, ils étaient voués, selon ces auteurs, à être sacrifiés pour avoir négligé et fait perdre ce bien qui était si précieux. Donc les sacrifices humains, qui sont une première forme de violence, remontent à très loin. Ensuite, ils ont pu évoluer, notamment pour plaire à des puissances supérieures. On a vu également ensuite se développer des sacrifices d'ordre rituel, depuis l'Égypte antique et jusqu'au Moyen-Âge, qui ont pris des formes variées, notamment pouvant aller jusqu'à l'exposition des corps, quitte à ce que ces derniers soient dévorés par des bêtes sauvages, ou exposition des corps sur une croix, à la crucifixion, ou en place publique. Également, on peut citer les infanticides, notamment dans la Grèce antique, par exemple à Sparte, où la politique eugéniste visait à sélectionner des enfants sains et forts. De la même façon, dans la Rome antique, on peut citer le droit de vie du pater familias, et plus récemment également, et là c'est beaucoup plus proche de nous dans le temps, la politique de l'enfant unique, par exemple, menée en Chine, ou les problèmes démographiques en Inde, pour les mêmes raisons, ont pu conduire certains enfants en devenir qui avaient la malchance d'être diagnostiqués comme étant de sexe féminin à l'échographie, à terminer leur vie beaucoup plus rapidement que prévu. Ensuite, les sacrifices humains sont prohibés dans la Bible et vont notamment ralentir sous l'effet du développement du christianisme. Et parallèlement, on peut mettre en évidence un transfert vers des sacrifices animaliers qu'on retrouve de façon très lointaine dans les textes, notamment, par exemple, Abraham qui n'a pas eu à sacrifier son fils unique, auquel sera substitué un bélier. Mais la violence perdure pour notamment des êtres humains qui restent en vie, mais qui la vivent en étant violés, maltraités ou soumis à l'esclavage, comme on peut le voir par exemple sur la dernière image de cette gravure, représentant un navire négrier. Alors,
Les enfants, bien évidemment, sont eux-mêmes en première ligne de la maltraitance du fait de leur fragilité. En 1638, Saint-Vincent de Paul ouvre l'office des enfants assistés et en 1639, il met en place les tours d'abandon pour éviter les infanticides des bébés non désirés ou des parents dont les parents n'avaient pas la capacité de les assumer. L'Allemagne, pays où l'accouchement anonyme n'est pas permis actuellement, a réintroduit les boîtes à bébés, les Babyklappen, en l'an 2000, donc très récemment. Mais le débat maintenant dans ce pays est en cours pour y introduire, comme nous l'avons ici en France, l'accouchement sous X. Dans les années 1870, Ambroise Tardieu est le premier médecin qui alerte sur les sévices sexuels faits aux enfants. Il faudra attendre des années encore pour que le corps médical formalise la maltraitance faite aux enfants, et on peut citer notamment le syndrome de Silverman, décrit en 1953, qui est en fait un syndrome radiologique qui met en évidence la présence de fractures osseuses itératives d'âges différents, qui sont un signe très clair de possibilité de maltraitance, ou le syndrome maintenant également bien connu du bébé secoué dont il a été parlé tout à l'heure. Et cette société, notre société, nos sociétés continuent de maltraiter l'enfance. Ces enfants sont en effet grandement exposés dans le monde. Il faut savoir que 215 millions d'enfants travaillent à travers le monde. Un grand nombre sont exploités sexuellement, d'autres sont tués notamment dans des histoires de réseaux de trafic d'organes. Donc c'est un véritable souci majeur de nos sociétés. Alors la violence a été étudiée par de nombreux auteurs dans tous ces registres, et notamment par le docteur Alice Miller, qui souligne que la violence est elle-même racine de la violence. Et là, nous sommes au cœur du sujet qui nous intéresse et dont plusieurs orateurs ont déjà débattu depuis ce matin. Elle envahit la société, que ce soit en famille, à l'école, sur les écrans, dans le couple, au travail, dans l'économie. Il est donc fondamental de bien pouvoir l'identifier afin de pouvoir ensuite, à terme, l'éradiquer. Alors, le poids des traditions joue un facteur extrêmement important dans l'appréciation, l'exécution, la réalisation d'actes violents. La prise de conscience de la violence, et notamment celle faite aux enfants sous ses différentes formes, conduit donc à revisiter également les traditions, qu'elles soient éducatives, religieuses ou magico-religieuses, entre guillemets. Si l'on connaît bien les dégâts faits par l'excision, il est à signaler que de plus en plus d'hommes circoncis rapportent avoir vécu également ce geste comme une atteinte à leur intégrité. C'est pourquoi de plus en plus de pays légifèrent pour interdire cette pratique sans le consentement de l'intéressé. On connaît par exemple le cas de l'Allemagne. Claques et fessées sont interdites par l'Union européenne, mais comme nous avons pu le voir récemment lors de la condamnation d'un père, cette mesure est également mal intégrée dans notre pays. De nombreuses traditions magico-religieuses font encore une place au viol des enfants, où notamment le viol des enfants est recommandé aux hommes afin d'avoir une virilité satisfaisante. Il est donc vraiment fondamental que chacun de nous intègre le respect dû à tous et à toutes sous tous les aspects, et en particulier sous celui de l'intimité. Alors, quand même, nos sociétés se dotent d'un arsenal législatif. Et au fur et à mesure que l'enfant est de moins en moins considéré comme un être inférieur, ce qui était lié à son statut, à son nombre à l'époque, le contrôle de la natalité a rendu l'enfant plus restreint en nombre dans les familles, et donc le statut de l'enfant a évolué également parallèlement. On peut voir que sur le plan législatif, dans notre pays et sur un plan international, les choses ont quand même commencé il y a plus d'un siècle, on a commencé avec la Tour Eiffel, avec cette première loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés. Je ne vais pas citer toutes les étapes, mais progressivement, on voit qu'une prise de conscience du législateur se met en place pour aboutir jusque actuellement encore des propositions, c'est dire que le sujet est toujours d'actualité, il n'est
toujours pas réglées. Et je citerai, maintenant que vous êtes tous des experts en matière de droit et de façon de faire évoluer et constituer les textes, à la PPL 799, portée par les sénatrices Dini parmi nous et Michel Meudier, tendant à la protection de l'enfance et à comment améliorer le dispositif de protection de l'enfance. Alors maintenant, nous allons aborder un petit chapitre mathématique, parce que je m'étais dit, comme Louis GL, que c'était important quand même de vous maintenir éveillé. Donc je vous rassure, la question est simplement une illustration quant à ce qui consiste à fixer les limites de la violence qu'on peut s'imposer ou que la société elle-même peut s'imposer. Qu'il s'agisse de violences faites aux enfants ou aux adultes, se pose donc cette question de la limite. Limite qu'il convient de s'imposer dans le cadre des violences que l'on peut infliger à autrui, mais aussi des limites dans le cadre desquelles les victimes peuvent ressentir la violence. Alors, nous avons eu ce matin, grâce au professeur GL, un exposé très clair des mécanismes neurobiologiques qui notamment affectent la mémorisation d'un acte violent et notamment d'un acte traumatisant, d'ordre sexuel ou un autre. Et c'est l'occasion de faire une petite analogie et illustration sur ce qui concerne la douleur. Nous reviendrons à la violence dans un instant, mais ce qui concerne le ressenti de la douleur physique. La stimulation douloureuse, qu'on appelle stimulus nociceptif, entraîne la génération d'un influx nerveux qui peut remonter au cortex, et à partir du moment où on est au cortex, on peut prendre conscience de cette douleur. Nous disposons en matière clinique d'un petit outil extrêmement simple qu'on appelle une règle VA qui permet d'objectiver quelque part le ressenti qu'un individu perçoit de sa douleur. Alors bien entendu, ce ressenti peut être modulé, et d'ailleurs c'était un de ses intérêts, on l'utilise pour ça, par l'utilisation de drogues antidouleurs, analgésiantes, voire de l'anesthésie pour les actes particulièrement douloureux, et on demande aux patients de situer sur une échelle de 1 à 10 l'intensité ressentie de sa propre douleur, et le but du jeu, vous l'avez compris, est de faire en sorte qu'avec la prise en charge notamment thérapeutique, ce ressenti de la douleur diminue et qu'on diminue vers un chiffre le plus bas possible. D'où le petit bonhomme qui sourit à 1 et hélas qui n'est pas très heureux quand cette douleur est maximale. Eh bien, il nous a semblé qu'on pouvait dresser un petit parallèle dans ce qui est de la perception de la violence sexuelle dont est la victime, puisqu'on peut dresser très simplement et sans aucune compétence technique par rapport à celle qu'a exprimé le professeur GL, mais exprimer un petit parallèle avec ce ressenti de la douleur. Cette fois-ci, on ne parle pas de douleur au sens propre du terme, même s'il en existe bien entendu à plusieurs titres. Et la perception de cette douleur à la suite de cette agression peut elle-même être altérée par l'amnésie post-traumatique qui vous a été décrite ce matin. Et là, si on avait une petite échelle, on pourrait peut-être placer un curseur entre la phase de non-conscience jusqu'à la conscience maximale. Sauf que là, hélas, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un petit bonhomme souriant, même en période de non-conscience, ce qui est illustré par l'éclatement du personnage illustrant la victime, tant qu'elle n'a pas été reconstruite et prise en charge correctement sur le plan thérapeutique. Alors enfin, je voudrais terminer sur finalement la notion de référentiel de la violence. On l'a compris, l'appréciation que chacun peut avoir de la violence est une notion qui est tout à fait relative, liée à des référentiels individuels ou sociaux. Elle varie en conséquence d'un individu à l'autre et selon les circonstances, que l'on soit seul, membre d'un petit groupe ou au sein de la société tout entière. Par exemple, nos sociétés occidentales sont aujourd'hui horrifiées des décapitations commises par Daesh, mais il faut se souvenir que cette pratique était encore légale en France il y a à peine 40 ans. Donc, ensemble, à nous tous concernés par le sujet et à nous tous dans la société, avec l'aide du travail des législateurs, de faire bouger les lignes avec SVS. Je vous remercie.